Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous allons lire la deuxième histoire de notre recueil de nouvelles Juste pour goûter qui s'intitule aussi Juste pour goûter. Nous avons constaté lors de la lecture de la première histoire que l'histoire était vraiment très longue. Et quand les histoires sont aussi longues comme ça, après ça peut être un peu ennuyant pour le lecteur, pour celui qui écoute. Donc, j'ai décidé de prendre sur moi pour scinder cette histoire-là en deux parties. Donc là, nous allons commencer la première partie de cette histoire qui est Juste pour goûter, qui porte le même nom que le recueil de nouvelles qui est aussi Juste pour goûter. Donc, nous commençons la première partie. Mon très cher ami, je t'écris cette lettre afin de te donner de mes nouvelles et de recevoir les tiennes. C'est ainsi que mon grand-père commençait toutes ses lettres. C'est moi qui les lui écrivais avant la guerre. Je dis bien avant la guerre, parce que quand cette guerre est arrivée, je suis devenu un enfant soldat. Je ne veux pas te parler de guerre car la guerre, ce n'est pas pour nous les enfants. D'ailleurs, la guerre n'est pour personne, ni pour les enfants, ni pour les parents. J'étais dans un passé récent, enfant soldat. Aujourd'hui, j'ai 14 ans et j'ai le sida. Tu es étonné qu'un enfant comme moi ait le sida? Tant mieux. Cela veut dire que toi, au moins, tu es encore sage et c'est bien. Je suis content pour toi. Le docteur Fabien Bernard qui dit qu'en fait, je suis séropositif, c'est-à-dire que j'ai le virus, le VIH dans le corps. Mais je ne suis pas encore malade du sida comme ceux qui sont hospitalisés. Le docteur Fabien Bernard est un médecin blanc qui est arrivé à Korogo après le déclenchement de la guerre. Il appartient à une ONG qui s'occupe des enfants qui travaillent, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui en ont été renvoyés, qui sont maltraités ou abandonnés par leurs parents, c'est-à-dire les enfants de la rue. Il s'occupe aussi des enfants soldats. Quand nous avons vu le docteur Fabien Bernard, pour la première fois, mes camarades et moi avons beaucoup ri. On se demandait bien quel pouvait être son nom de famille, Fabien ou Bernard. Avec mes autres amis enfants soldats, on a parié 10 000 francs et j'ai perdu. Au début de la guerre, 10 000 francs pour un enfant soldat, ce n'était rien. Son nom de famille est Fabien. Comme Fabien est le prénom de mon ancien directeur d'école, j'avais parié sur Bernard. Les blancs font rire quand même. Le prénom de quelqu'un est le nom de l'autre. Chez nous, ce sont des choses qu'on ne peut pas confondre. C'est donc le docteur Fabien qui m'a reçu avant et après mon test de dépistage du VIH. Tu te demandes bien comment j'en suis arrivé là? Eh bien, sur mon histoire. Mes parents étaient paysans et pauvres. Mon père est décédé il y a environ 5 ans. Un an plus tard, c'est ma mère qui mourait apparemment de la même maladie. Dans les deux cas, tout a commencé par un paludisme qui ne guérissait pas. Mes parents se plaignaient de leur corps qui chauffait beaucoup. Ils ont commencé à maigrir rapidement. Après, ce fut une terrible toux qui leur secouait toute la poitrine. Des boutons leur poussaient sur le corps. Et finalement, ce fut une longue diarrhée qui les tua. À l'hôpital où d'autres malades avaient les mêmes signes, on parlait de sida ou de VIH. Mais à la maison, on disait que c'était la sorcellerie. Mon père n'avait pas confiance en l'hôpital. Il disait que tous ceux qui ont été victimes de ce sort n'étaient pas ressortis vivants de leur hospitalisation. Il n'avait pas vraiment confiance en la science des Blancs. Ceux-ci étaient incapables de régler nos problèmes de sorcellerie africaine car ils y étaient étrangers. Avant de tomber gravement malade, mon père n'était plus efficace au champ. Il s'épuisait vite. Certains jours, cette grande fatigue l'empêchait d'aller travailler. Alors, j'ai été obligée de quitter l'école pour le remplacer. Les maîtres s'en plaignaient, mais nous n'avions pas le choix. Les récoltes étaient de plus en plus mauvaises et nos revenus de plus en plus maigres. Les maladies de mes parents nous ont complètement ruinés. Ils ont parcouru tous les guérisseurs de la région pour se soigner en vain. Depuis ce temps, je vis avec mes grands-parents. Cela me fait mal de te le dire, mais j'ai dû abandonner totalement l'école. Je faisais de petits travaux par-ci, par-là pour apporter de quoi manger à la maison. Ma grand-mère, déjà très fatiguée, vendait des galettes devant la maison. Les jours de marché, mon grand-père achetait des vivres avec des paysans venus de la campagne. Ensuite, il les revendait à d'autres commerçants venus d'Abidjan. Il a voulu des funérailles dignes pour son fils et sa belle-fille. Après ces dignes funérailles, il n'avait plus assez d'argent pour continuer son commerce. Alors, j'étais celui sur qui mes grands-parents comptaient.
Heureusement, j'ai toujours aimé travailler. Je rivalisais avec les adultes dans les champs et sur les chantiers de construction. Quand les rebelles sont entrés à Korogo, ils ont recruté des jeunes pour devenir soldats. Comme ils prenaient des enfants comme moi, j'ai demandé l'autorisation de postuler à mes grands-parents. J'ai failli ne pas être recrutée parce que ma grand-mère s'y opposait. Mais mon grand-père était plutôt favorable à cette initiative. Il imposa sa décision car chez nous, c'est encore ainsi. Le chef de famille impose toujours son point de vue. La guerre était un moyen pour nous d'avoir un peu d'argent. Au début, les rebelles payaient bien leurs combattants. Je suis devenue enfant soldat comme si j'avais été recrutée pour un emploi dans un bureau ou dans une usine. Je pouvais ainsi apporter suffisamment d'argent à ma famille. Après des cérémonies dans la forêt sacrée, on m'a vêtue d'une petite chemise en coton. Elle était ornée de cornes, de miroirs et de fils de toutes les couleurs. On m'a mis beaucoup de gris-gris autour des hanches, des pieds et des bras. Mes doigts me faisaient mal à cause des nombreuses bagues que je portais. J'ai fait une formation rapide au maniement de la Kalachnikov. J'ai très vite maîtrisé cette arme simple mais redoutable. Je fus rapidement prêt à combattre. Comme je te l'ai déjà dit, la guerre n'est bonne pour personne, surtout pas pour nous, les enfants. Alors n'en parlons pas trop. Au retour des batailles, nos chefs nous payaient beaucoup d'argent. Je n'en avais jamais gagné autant et mes parents non plus certainement. Nous revenions toujours avec le butin de nos pillages. J'étais devenu le plus riche de la famille. Avec ce que j'ai gagné, mon grand-père a achevé la construction de la maison familiale. Il m'y a donné une chambre personnelle. J'étais fière d'avoir une chambre à moi tout seul, comme les petits blancs dans les films. Très vite, j'ai acheté 2 télévisions couleur et 2 vidéos pour ma famille et moi. Avec la guerre, tout était devenu moins cher. À la suite des accords signés par les militaires rebelles et loyalistes, nous avions été retirés de la ligne de front. On regagnait plus fréquemment nos familles. J'adorais ces moments-là. J'en profitais pour regarder des films. Je n'avais pratiquement plus d'amis. Tous mes camarades d'âge avaient peur de moi. Ils chuchotaient entre eux que j'étais un tueur. On leur a même dit que je prenais de la drogue ou que j'avais bu le sang humain. Ça me faisait mal d'entendre cela, mais c'était malheureusement vrai pour certains faits. J'avais envie de jouer avec eux comme avant, mais ce n'était plus possible. Quelque chose de terrible nous séparait désormais. C'est ainsi que la vidéo est devenue mon meilleur compagnon. Je pouvais regarder plusieurs films par jour, mais moi, j'adore les films d'action et en particulier ceux de karaté de Bruce Lee, Chuck Norris, Jackie Chan et Jet Li. Avant la guerre, j'avais même commencé à faire un peu de karaté avec un grand frère du quartier. Mon seul ami Bertin, lui, aimait plutôt le football. Il me faisait rire parce qu'il connaissait beaucoup plus de grands joueurs internationaux que de joueurs locaux. Les rares victoires du club omnisport de Korogo et les belles victoires des éléphants me plaisaient tout juste. Mon ami Bertin était aussi enfant soldat. Mes parents et moi ne l'aimions pas beaucoup. Il était têtu et n'obéissait à personne. On se tolérait parce que j'avais toujours été plus fort que lui. La guerre nous a rapprochés puisqu'on ne pouvait plus jouer avec les autres enfants. Un jour, il est venu me trouver à la maison avec des films. Il m'a dit que c'était des films de cow-boy. Il savait que j'aimais aussi les westerns. On s'est disputé parce que je ne voulais ni suspendre mon film de karaté ni regarder ce qu'il me proposait. Il a tellement vanté les mérites de ces films que j'ai promis les voir plus tard. Il a refusé en disant qu'il fallait surtout qu'on le regarde ensemble et tout de suite. Il a tant et si bien insisté que j'ai fini par accepter. Je ne voulais pas me bagarrer avec lui parce que mon grand-père faisait sa sieste sous le manguier dans la cour. Je ne voulais pas le réveiller car avec Bertin, pour un rien, on en venait très vite aux mains. Déjà au CE1, le maître avait écrit sur son bulletin « enfant belliqueux ». Nous qui étions plus forts que lui l'appelions souvent belliqueux juste pour le provoquer. On ne savait d'ailleurs pas à l'époque ce que cela voulait dire. À ma grande surprise, alors que je m'attendais à un bon western, il me présenta des films d'amour. J'apprendrai plus tard qu'on appelait cela des films pornographiques. Avant la guerre, Bertin allait déjà en regarder au club vidéo du quartier. Moi, mes parents me l'avaient interdit.
Et d'ailleurs, dans ces films, les cris des femmes m'effrayaient et m'enlevaient toute envie de les suivre. Pourtant, quand ces pornos étaient au programme, le propriétaire du club vidéo augmentait le volume de sa vidéo. Pour avoir la paix, je tendis la télécommande à Bertin. Il commença par un film ivoirien d'après lui, mais je ne le croyais pas. Comment des Ivoiriens pouvaient-ils se mettre nus dans des films? Et si leurs parents les voyaient? Pourtant, les acteurs ont eux-mêmes dit qu'ils étaient Ivoiriens. J'étais étonnée, mais constatais que, pour une fois, Bertin ne mentait pas. Je n'aurais jamais cru que des Ivoiriens pouvaient faire ce genre de film. Je me disais donc qu'un jour, je pourrais les rencontrer quelque part dans la rue. J'avais honte et pitié pour leur famille. Puis, nous avons regardé le deuxième film. Là, c'était des femmes blanches avec des hommes noirs, des femmes qui criaient trop et je ne comprenais rien à l'anglais qu'ils parlaient. Mais les images me fascinaient. Bertin se moquait de moi, mais je ne réagissais pas. Mon regard était fixé sur l'écran, même si mon chef me donnait des ordres à cet instant, je n'étais pas sûre d'obéir. Tout à coup, j'ai senti une délicieuse chaleur envahir mon bas-ventre. Avant la fin du film, j'avais mouillé mon pantalon. C'était la première fois. C'était une sensation bizarre mais agréable. Bertin s'en rendit compte. Dans un long commentaire que j'écoutais en rêvant, il m'a expliqué et convaincu que je pouvais moi aussi faire ça avec une femme. Mon père m'avait toujours dit que les enfants ne faisaient pas ces choses-là, mais je voulais goûter pour voir, juste goûter pour voir. Comme ça, si ce n'était pas bon, j'arrêtais. J'étais en fait très perturbée car au contraire de Bertin, mon père ne m'avait jamais rien expliqué. Il ne fallait pas faire ceci ou cela et c'était tout. Alors je décidai de voir par moi-même. De toutes les façons, non seulement mon père était décédé depuis belle lurette, mais en plus maintenant, c'était moi l'homme fort de la famille. Mes grands-parents me le rappelaient souvent pour que je ne fasse pas de bêtises. Bertin ne cessait de me répéter que l'expérience vaut mieux que la science. J'ai toujours été d'accord avec cette phrase depuis l'école primaire. On décida donc que j'allais faire l'expérience de l'amour le soir même. Bertin était déjà un habitué. Un bon connaisseur, Bertin me conseilla d'aller voir les femmes qui vendent leur corps. Il fallait seulement les payer pour qu'elles se donnent à vous. Le docteur Fabien dit qu'on les appelle les prostituées. Je tremblais de tout mon être. Alors Bertin m'obligea à boire 3 verres de whisky. Je retrouvai un peu de courage. Arrivé sur les lieux, Bertin me recommanda de faire d'abord la revue des troupes avant de choisir. Après avoir rapidement dépassé les vétérans, les vieilles prostituées, nous avons rencontré les locales, c'était les filles de Korogo. Ce qui n'était alors qu'une rumeur se confirmait à mes yeux. Certaines filles de Korogo étaient des prostituées. La preuve, elles discutaient dans l'obscurité en sénoufo avec un paysan. Leur tarif était le moins cher après celui des vétérans. Quel intérêt pour moi de prendre une telle fille qui pourrait d'ailleurs me reconnaître? Puis ce fut le tour des expatriés. Ce sont des filles ivoiriennes originaires des autres régions du pays. On les voyait mieux. Elles ne semblaient pas vraiment se cacher. Elles parlaient en français enfin. Nous trouvâmes les professionnels. Bertin les appelait fièrement les pros. Ces filles étaient venues des pays limitrophes. Elles s'exposaient sous les lampadaires clairs comme les blanches du film d'Apache et de Bertin. Elles étaient très jeunes et très jolies dans leurs jupes très courtes. D'ailleurs, elles étaient presque nues. Mon choix était fait, ce serait une pro libérienne. Elles étaient les plus claires, mais on voyait que ce n'était pas naturel. Certaines étaient même presque rouges. Bertin en disait beaucoup de bien. Et sur cette question, il était mon expert. En plus, moi, je voulais une femme blanche comme dans le film. À défaut d'une toubab, j'ai choisi une libérienne claire, teint naturel ou pas. Nous nous sommes mis sur le trottoir de l'autre côté de la route pour discuter. Cette fois-ci, je fis mon choix sans attendre les conseils de mon expert. Ce serait cette jeune fille pas très grande, mais bien en chair. D'après Bertin et j'étais d'accord avec lui, Dieu l'avait dotée de formes généreuses. En plus, elle devait avoir le même âge que nous. Le choix fait, il fallait discuter des questions pratiques. Il y avait un prix pour tout.
J'optais pour la totale. Cela voulait dire que la fille serait totalement nue et moi aussi. Je pourrais la toucher partout. Pour cela, il fallait payer 3 000 francs. Je passais très vite sur ce sujet. L'argent pour un enfant soldat, ce n'était rien. Mon expert posa un autre problème. Pour 3 000 francs, ce serait avec préservatif. J'ai accepté. On disait que c'était les prostituées qui avaient le sida. Alors les adultes qui allaient là-bas devaient utiliser des préservatifs pour ne pas attraper le sida. Je n'en avais jamais vu en dehors du paquet. Si notre gentil voisin chauffeur de car m'envoyait si souvent en acheter pour lui, c'est que c'était utile. Bertin éclata de rire. Comment expliquait-il je, je pouvais manger un bonbon, une orange ou croquer des arachides avec la peau. Je lui parlais du sida dont j'avais vaguement entendu parler, mais je savais que c'était une maladie dangereuse. Les médecins ne peuvent pas guérir le sida. Mon père et ma mère en sont peut-être morts. Bertin, qui n'avait jamais été un bon élève, semblait très fort sur cette question. Le mot sida signifiait pour lui syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Lui, Bertin, qui faisait ça depuis longtemps, en est-il mort? A-t-il maigri? Est-il malade? Ai-je un seul jour entendu dire qu'il avait eu la diarrhée? Le Bertin que j'avais devant moi était bien, vivant, puisque c'était avec lui que je parlais. Il n'avait point maigri et il était aussi bien portant que moi. Autant que je ne m'en souvienne, on n'a jamais parlé de diarrhée. C'était plutôt de constipation qu'on parlait à cause de ce que nous mangions pendant les combats. En plus, m'expliqua-t-il, ça a meilleur goût sans préservatif. Il a lui-même essayé avec et sans capote. Dans le film pornographique des Blanches, les hommes avaient-ils les préservatifs? Non. Pour finir, Bertin me dit qu'un guerrier comme moi devait faire les choses en live, c'est-à-dire sans préservatif. Bertin et tous les autres enfants soldats connaissaient et respectaient ma puissance au combat. Je ne pouvais donc pas me montrer faible devant une femme. Si je faiblissais, Bertin irait le raconter à tout le monde et je pouvais perdre l'estime des autres. Il fallait seulement trouver 5 000 francs. 5 000 francs pour un enfant soldat, ce n'était rien du tout. Pour achever de me convaincre, Bertin me rappela que nous avions été lavés et que nous avions bu de nombreuses potions magiques censées nous protéger de tout mal. Il me conduisit vers la jeune fille. C'était un habitué des lieux, alors il faisait le malin quand les filles l'appelaient. Il fit les présentations. Dans un mélange bizarre d'anglais et de français, il expliqua quelque chose à la fille. Après, il me fit signe et je suivis suite. C'était le nom de la jeune libérienne. En français, cela veut dire sucré ou doux. Une fois dans sa chambre, elle ferma la porte et sans rien dire, elle se mit à se déshabiller. Elle me faisait dos. C'était la première fois que je voyais une femme entièrement nue et de si près. J'étais fascinée. Bertin avait dû lui dire que je voulais la totale. Quand elle me fit face, elle se mit à rire, puis elle me dit « L'argent ». Je lui tendis le billet de 5 000 francs. En voyant le billet, elle comprit sourire et remit le préservatif qu'elle tenait dans son paquet. Encore habillée, je tremblais un peu. Elle me fit signe de me déshabiller. Je le fis rapidement et maladroitement. Elle s'allongea sur le lit en me tirant vers elle. Et nous avons fait. C'était bon. Pour un autre billet de 5 000 francs, nous avons fait encore. À la fin, je retournai voir Bertin, fier et très heureux. Ce jour-là, j'ai dormi chez lui. Nous en avons parlé toute la nuit. Je voulais me marier avec suite. Bertin s'y opposa car elle était l'épouse de tous les hommes qui avaient de l'argent. Il fallait plutôt que je profite de la vie en essayant avec beaucoup de femmes. Ce n'était qu'une question de 5 000 francs. La guerre nous avait unis. Bertin et moi et les femmes avaient fait de nous des amis désormais inséparables. Nous avons donc essayé avec beaucoup de femmes. C'était même une concurrence entre nous.
Quand les anciennes tombaient malades ou disparaissaient sans raison, il en arrivait de nouvelles. C'était la course à qui coucherait avec elle le premier. C'était la nouvelle distraction des enfants soldats. Mais j'étais plus ou moins restée fidèle à Suite. Disons que c'était ma préférée. Elle et moi étions devenus très amis. En pleine journée, j'allais lui rendre visite, souvent pour bavarder, souvent pour manger. Suite faisait bien la cuisine quand elle en avait le temps. Un soir, je la trouvai chez elle. Elle était couchée recouverte par un pain que je lui avais offert. Son corps chauffait très fort. Cela durait depuis plusieurs jours. Elle ressentait aussi une très grande fatigue. Même quand elle avait décidé de se reposer, la fatigue persistait. Elle ne mangeait pas parce qu'elle n'avait pas l'appétit. Nous avons conclu à la fatigue et au paludisme. Il faut reconnaître que le travail que faisait Suite était très difficile. Pendant 3 mois, nous l'avons soignée à la maison avec l'aide d'un infirmier que je payais. Nous l'avons aussi traitée à l'indigénat. On lui imposa un bon repos. Elle semblait guérie depuis, puis elle retombait malade. Le docteur Fabien connaissait déjà Suite. Son ONG, en plus des enfants soldats, s'occupait aussi des enfants prostitués. Le paludisme de Suite revenait souvent. Elle maigrissait. Une fois, on a dû l'hospitaliser. Des boutons lui poussaient sur le corps. Alors, le docteur Fabien décida de lui faire le test de dépistage du VIH. Elle refusa d'abord et se mit à pleurer. Elle faisait pitié à voir. La belle Suite avait perdu toute sa beauté. On aurait dit qu'elle avait fondu. Ensuite, elle accepta de faire le test, résignée et convaincue qu'elle ne survivrait pas à cette maladie. Elle aussi parlait de sorcellerie. Ainsi s'achève la première partie. Et oui, à l'époque, lorsqu'on avait les symptômes du VIH-Sida, l'on parlait plutôt de sorcellerie, de sorts. Et c'est ce qui a fait que le sida avait emporté, en tout cas en Afrique, pas mal de personnes. Je dois dire aussi qu'en lisant cette première partie, je voyais dans ma tête l'un des romans de Amadou Kourouma. Car j'avais l'impression que c'était pratiquement presque le même style, seulement que l'auteur Amadou Kourouma il mélangeait son patois avec le français. C'est ce qui fait sa particularité. Mais hormis ça, je me retrouvais un peu comme si tantôt je lis une des œuvres de Amadou Kourouma. Sur ce, je vous dis à très bientôt.